Bonjour, bienvenue à tous et à tous à ce webinaire intitulé Faire vivre la science, la vulgarisation à l'ère numérique et écrite qui vous est présenté par le Fonds de recherche du Québec et par l'organisme Science 101 et leur représentant Juliette François Sévigny, chercheuse doctorale, éditrice en chef de La Fibre et autrice, ainsi que Vincent Gosselin-Boucher, professeur associé au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM, également membre de Science 101. Je suis Julien Chapdelaine, conseiller stratégique au FRQ. J'en profite pour vous encourager à remplir le sondage de satisfaction qui vous sera envoyé d'ici la fin de l'événement. Et je précise également que nous enregistrons le webinaire. Il sera disponible par la suite sur la chaîne YouTube du FRQ. Poursuivons avec quelques informations de base. Si vous souhaitez entendre parler de vulgarisation scientifique, de communication scientifique et surtout de réseaux sociaux, eh bien, je vous invite à me suivre sur les plateformes sociales. À l'occasion, je partage mes réflexions. Je suis celui qui stratégiquement orchestre les plateformes sociales du Fonds de recherche, mais également du scientifique en chef du Québec sur l'ensemble des plateformes sociales. Nous en avons une douzaine. J'ai participé à des émissions, à des blogs, à des balados également. Donc, je vous invite à faire une demande sur LinkedIn et je vais accepter le tout et vous aurez accès à ces articles. Quelques informations de base. Le Fonds de recherche du Québec, bien sûr, pousse dans le sens de la communication scientifique en mettant de l'avant son programme Dialogue qui, depuis bientôt 6 ans, là, bon an, mal an, lance un concours au mois de juillet permettant à un ou deux ou plusieurs étudiants, mais également aux professeurs, de se mettre soit en équipe ou être individuel pour avoir des sous là, pour lancer un projet de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire le programme Dialogue. Vous avez deux exemples ici, selon une étude et le Sideline, qui sont toujours actifs. Là. Vous pouvez, notamment le Sideline, vous pouvez les consulter sur les plateformes sociales. C'est un balado dans un cas. Et ils optimisent les plateformes sociales pour donner accès à leur contenu. On parle de 10 à 12 000 par projet. Pour les professeurs, c'est plus au-delà de 40 000 pour 18 mois. C'est lancé au mois de juillet de chaque année. Ça se termine en octobre. Donc, ça, c'est pour le programme Dialogue, bien sûr. Il y a également des formations, on pense à l'Association des communicateurs du Québec, aux journées de la relève en recherche également qui se déroulent en octobre de chaque année. Et on se déplace, on est en présentiel dans les universités. Plus de 200 participants, c'est le temps de réseauter, d'assister à des ateliers dont plusieurs portant sur la communication scientifique. Et vous avez également, l'ACFAS met à votre disposition une série d'ateliers touchant comment faire des balados, comment faire des infographies. Il y en a d'autres, je pense à Impact Scientifique, par exemple, peut-être qui offre des formations. Donc, vous avez amplement de choix sur le web, bien sûr, et voici quelques-uns de nos partenaires que je souhaitais mettre de l'avant. Également, l'ACFAS, à chaque année, au mois de juin, lance Prendre part, vraiment une école d'été où on soumet un projet. Et si on est accepté, on peut travailler ce projet-là avec des experts. Ces experts-là, donc, seront avec vous. Ça se passe, je pense, sur 2-3 jours. On couche là, on est logé, nourri pour après émerger avec un projet qui pourrait être déposé dans le volet, dans le programme Dialogue du FRQ. Donc, je dirais que c'est une combinaison qui est assez gagnante. Mais également, au mois de juin, vous avez le ComSciCom Québec, là, qui sont des gens qui s'intéressent à la communication scientifique, qui tiennent sur 2 jours une espèce de colloque, très réseautage, où tout en participant, vous avez accès à des experts également. C'est moins un projet, mais vous pouvez tester des idées. Il y a des improvisations, je dirais, sur le fly. C'est vraiment divertissant et ça se passe en juin de chaque année également. Donc, allez voir sur le site de ComSciCom Québec si vous le souhaitez. Dernièrement, ou en dernier lieu, dis-je, le 4 décembre prochain, nous avons notre forum La science en temps de crise, le forum FRQ, des sujets comme la science contre vents et marées, la liberté académique en dérive ou bien ancrée. On parle également des mesures américaines au Québec et des bouées de flottaison. Une entrevue de clôture également. Donc, je dirais que c'est du beau contenu. On va parler de recherche dans le cadre actuel où la science est mise à mal, est bouleversée. Donc, c'est un rendez-vous en ligne ou en personne le 4 décembre 2025 de 13h à 16h. Bien sûr, je vous invite à nous suivre sur les plateformes sociales. On est partout à la fois et à différents niveaux, je vous dirais. LinkedIn, c'est vraiment là, une bonne place pour nous suivre. Plus de 45 000 personnes qui nous suivent, mais bien sûr sur Instagram également, sur Facebook, sur Blue Sky. On est encore sur X, mais je dirais très peu actifs. Et la présentation se retrouve notamment sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez découvrir cela. Donc, je passe la parole à nos deux collègues et je répète ou je vous indique qu'on a eu quelques problèmes au niveau de l'enregistrement, donc on va poursuivre, je dirais, où on en était avec Vincent. Donc, bonne fin d'écoute. Des adolescents. Ah,
Déjà là, on voit que c'est un peu plus restreint. On va aller encore un peu plus loin. Publication sur l'hygiène du sommeil de l'adolescent et finalement, publication sur l'importance de suffisamment bien dormir à l'adolescence. Vous voyez qu'on a ajouté plusieurs aspects qui viennent répondre, entre autres, aux questions du qui, du quoi, du comment, à travers juste le titre et qui doit être plus précis. Comme le dit si bien Viviane Lalonde, vulgariser, c'est faire des deuils parce que ça implique de mettre certaines informations de côté. Et oui, c'est une étape qu'on doit passer à travers pour les chercheurs ou les personnes qui veulent faire la publication. Si exemple, maintenant, on va aller voir, ben, c'est quoi d'être un sujet qui est peut-être un peu plus attirant. Bon, il s'agit ici de capter l'attention du public. Bon, on a déjà eu un petit brin avec Juliette. L'attention du public, ça veut dire souvent de capter peut-être ce qui les touche. Donc, on parle d'émotion ici, là, souvent. On va parler des éléments qui vont ressurgir lorsqu'on va lire le texte, quelque chose qui va susciter de l'intérêt. Donc, est-ce que la recherche traitée va perturber le quotidien des gens? Est-ce que c'est un sujet qui va, ah, je vais peut-être changer mes comportements, par exemple? Est-ce que ça s'inscrit dans un sujet peut-être d'actualité? Bon, ça a été mentionné, mais par exemple, il y a eu plusieurs éléments en lien avec bon, certains types de médicaments ou même certaines prises de médicaments durant, par exemple, la grossesse, je dis ça comme ça, et peut-être qu'on doit peut-être venir faire une petite vulgarisation en lien avec ça. Et voilà, donc l'actualité peut venir pousser à vulgariser. Fait-elle l'objet de controverses? Il y a peut-être des éléments aussi qui ont été mis de l'avant, entre autres avec certains types. Bon, je vais mettre ça de vaccination. Vous voyez, on a deux biais complètement différents, moi et Juliette. Moi, je suis beaucoup en santé, elle est beaucoup au niveau du développement de l'adolescent. Ça va refléter un peu nos exemples. Est-ce que ça s'inscrit aussi, par exemple, est-ce que ça porte sur un thème qui est peut-être inusité, quelque chose qu'on ne s'attend pas vraiment, ou un phénomène qui est peut-être insolite ou très extraordinaire? Des exemples, par exemple, qu'on peut penser, ben, mettre un pied sur Mars, ben, pourquoi pas? Donc, c'est quand même des textes qui ont déjà été mis de l'avant, entre autres, pour de la vulgarisation. L'utilisation de l'humour. Ici, comme ça a été mentionné par Juliette, je pense qu'on doit se garder aussi ce qu'on préfère, notre personnalité. Si, exemple, l'humour pour nous, c'est pas nécessairement un médium ou une manière de passer le message qui est fluide, facile, ben, on va peut-être pas opter pour l'humour. Mais c'est quelque chose qui est quand même qui est très porteur. Ou faire des références culturelles également. Ça peut être un autre point. Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. L'humain est touché par l'autre également. Donc, de mettre l'autre, des personnes derrière, par exemple, un compte Facebook, un compte Instagram qui va venir va venir parler d'un sujet. Justement, dans les exemples qui a été mentionné, ben, une médecin très colorée qui vient parler d'elle-même, de ce qu'elle fait dans ses journées, mais également de sujets euh, euh, très d'actualité sur la santé au niveau de la sexualité. Ben, on vient voir un contraste, on vient mettre une image, on vient aussi, ça vient porter le message un peu plus. Ici, j'aimerais vous présenter peut-être certains exemples, justement, donc, à quoi pourrait ressembler une publication sur l'importance de suffisamment bien dormir, par exemple, à l'adolescence, donc, le sujet que j'avais précédemment dit. Bon, disons qu'on s'adresse ici à un public adolescent, clairement. Donc, on peut voir dans la publication qu'on a mis l'humour à travers tout ça et des références culturelles pour essayer de toucher le public. Donc, des références en lien avec le volet des médias, un peu traditionnel avec les films, avec la musique, aussi les chats. Pour certains, c'est quelque chose qui, quand même, qui leur parle beaucoup. Donc, on a mis tout ça ensemble pour parler d'un sujet qui est en lien avec, ben, on pose une question. Qu'arrive-t-il lorsque tu ne dors pas suffisamment? Et que ça vient justement inciter à venir voir un peu parce que les gens vont trouver ça très drôle. Un autre exemple ici pour mettre l'humain au centre de la publication. Ici, on voulait, à travers un projet Vérité ou quoi, qui a été mentionné par ma collègue Juliette, on voulait promouvoir justement ben, les membres de l'équipe et à travers ça, ben, on laisse parler une tierce personne qui est bien sûr imaginaire. On vient personnaliser à travers ce fameux bonhomme de neige que j'ai un blanc de son nom, je suis désolé, qui vient nous parler. Et à travers ça, ben, on vient le faire parler, puis il vient nous présenter les différents membres. Et ça vient donner une teinte vraiment humaine à les publications qu'on peut avoir à travers tout ça.
Une autre manière également d'attirer l'attention, ben, on peut aussi intéresser ici, c'était pour dans un contexte où on présentait les nouveaux, en fait, le nouveau thème qu'on allait aborder avec Vérité ou quoi. Et on donnait une petite, justement, on posait des questions que les gens devaient deviner qu'est-ce qu'ils étaient. Donc, mon premier est l'antonyme de rude, bref, à travers tout ça, pour engager la communauté, pour qu'ils puissent justement voir ce qu'on appelle le jeu sérieux un peu à travers ça. Donc, ils vont apprendre à travers certains jeux. Donc, ça l'encourage à s'interroger également à travers les publications. À noter là, que hein, l'antonyme de rude ici, c'était doux. Puis ensuite, mon deuxième est la partie recourbée par laquelle on prend certains récipients. Cette affaire-là, c'était anse. Donc, c'était douance. Bref, moi, j'aime bien ça, ces jeux-là. Mais bon, ça parle de nos personnalités aussi. Ouais. Vous allez le voir plus tard, il y en a d'autres quand même. Ici, avec donc, comment attirer l'attention, il y a un des points aussi, c'est l'attention, c'est l'amorce. Donc, l'amorce, ici, c'est une petite phrase que j'aime bien aussi de Sophie Malavoie, qui est grande vulgarisatrice. Donc, tout comme un étalagiste, vous devez placer des éléments capables d'attirer l'attention. Donc, vous devez le mettre de l'avant. Il y a plusieurs manières de le faire. Euh, Par exemple, ici, on a mis une statistique qui est surprenante. Donc, le tiers des fillettes de 9 ans ont déjà essayé de perdre du poids. Donc, ça vient susciter un peu, mais comment je veux m'intéresser, je vais aller lire un peu plus. Des interrogations, donc des échanges de gènes peuvent-ils se reproduire entre des espèces éloignées? La réponse pourrait être oui, selon des scientifiques. Donc, un article qui venait aborder cet élément-là et finalement d'interpeller le public, de se mettre nous-mêmes, le public, en lisant. Donc, imaginez-vous que vous êtes pris dans une voiture. Bon, tout le monde a déjà été pris dans une voiture, dans le trafic, euh, peut-être un peu d'émotion parfois. Donc, on peut rager, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, tout simplement, peut-être déployer vos hélices. Là, on vient se projeter dans quelque chose qui était un peu inusité quand même, des voitures volantes. Et là, ça vient susciter l'interaction, donc l'imagination aussi des personnes qui vont lire tout ça. Il y a également la formule savez-vous que, qui est super intéressante. Les interdits, les no-no. Donc, ne jamais débuter par des généralités. Donc, l'espace a toujours suscité l'enthousiasme et l'émerveillement de l'homme. C'est quand même très large. C'est pas quelque chose qu'on veut, qu'on va peut-être vouloir aller lire un peu plus. Ne jamais remonter à la nuit des temps. Bon, pour certains, peut-être qu'on l'a. Moi, je l'ai quand même facile, le fameux dans mon jeune temps. Pour certains, un peu plus. Mais là, dans l'âge de pierre, puis du feu, bref, on revient un peu trop loin. Ramenons-nous ça au présent. Pourquoi on a besoin de savoir ça? Ne jamais commencer par des définitions. On va perdre un peu les personnes aussi. L'intérêt, je comprends que ça peut venir un peu plus loin. Vous allez voir que dans la formule de la vulgarisation, on peut venir définir. Il n'y a pas de problème. Mais commencer avec une définition, je trouve ça un peu raide. Ne jamais débuter par des descriptions de son cadre de recherche. C'est quelque chose qu'on va justement voir que ça va être, ça va être pas présent en fait, ou presque. Tout le volet méthode de recherche, qu'est-ce qu'on a pu faire, le volet standard, on va voir, ça va vraiment disparaître au niveau de la rédaction. Et ça va être un grand défi pour tout chercheur ici dans la salle et futurs chercheurs ou étudiants, membres de la communauté étudiante on doit avoir une manière de penser qui est quand même différente lorsqu'on fait de la vulgarisation. On part pas de la méthode de recherche, on n'a pas besoin de tout étaler tout ça pour bien communiquer, bien vulgariser notre sujet. Puis justement, je vais prendre le relais parce que Vincent l'introduit si bien. En vulgarisation scientifique, le principe le plus important, c'est d'aller du particulier au général. Puis là, vous me direz, mais c'est qui? Ça veut dire quoi ça? Ben, c'est que le fait saillant, le résultat là, que vous voulez communiquer, ben, c'est ça qui devrait apparaître en premier, que ce soit dans votre publication, que ce soit dans la manière que vous allez dire si vous prenez en vidéo là, pour publier, que ce soit dans votre article. Par exemple, moi, mon sujet ma thèse, elle portait sur le stress parental des parents d'enfants doués et TDAH. Puis là, le résultat, là, un des résultats saillants, c'est de dire, ben, ces parents-là sont plus stressés que les parents d'enfants qui n'ont pas ces conditions-là. Fait que dans ce contexte-là, c'est cette affaire-là que je dois mettre ça de l'avant. C'est ce résultat-là. Et ensuite, je vais venir le contextualiser. Hein, comment qu'on comprend ça? Blablabla. Bref, on va venir mettre de la chair autour de ça. Cela dit, c'est ça qui arrive en premier. C'est le fait important. Puis ça, souvent, là, c'est le piège là, que
pour avoir lu et relu beaucoup d'articles qui sont soumis à la fibre, c'est le piège le plus fréquent. Pourtant, c'est une manière aussi d'attirer l'attention. Qu'est-ce qui est important pour le lecteur ou le lectorat de se rappeler en premier? Donc, à garder en tête là, finalement là, quand vous allez soit structurer votre article ou encore là, vos publications, peu importe la nature que soit-elle. Et là, je dis ça, mais tu sais, on a quand même besoin. Moi, j'aime ça des exemples là, dans la vie. Fait que voyons un bel exemple de notre collègue Catherine Simon-Paquet, qui est nouvellement professeure à l'UQO. Donc, elle est là dans son parcours au doctorat. Puis encore aujourd'hui, là, soit dit en passant, parce que le compte Douance Science est encore actif, mais elle vulgarise notamment la science entourant la douance, qui est super chouette. Puis là, ici, vous pouvez voir, ça, c'est sa publication sous forme de carrousel sur Instagram. Et là, on va parler ici des compétences émotionnelles et de la réussite scolaire. Donc, ici, grosso modo, ça fait quand même guise de titre, un titre qui est concis. Et là, vous voyez que dès la deuxième publication ici, on a le résultat important, le fait saillant. La compétence émotionnelle à l'entrée de l'université est associée à l'obtention d'un diplôme 6 ans plus tard. C'est ça le fait saillant, c'est ça qu'on met d'emblée. Là, par la suite, tout à l'heure, quand on parlait du cadre de recherche, bon, Catherine ici, je pense que c'est important, c'est sa marque de commerce, je pense que c'est aussi intègre à ses valeurs de dire, je vais mettre certains éléments de la méthode, pas tous. Donc ici, quand on parlait, par exemple, dans l'échantillon, 160 élèves, avait une douance scolaire, tatati, puis là, elle parle des limites. Fait que ça ici, c'est de rester aussi intègre à ce qu'on veut mettre de l'avant. Néanmoins, de faire attention d'y aller de manière trop détaillée, parce que pour le grand public, là, que ce soit un dévi longitudinal ou un dévi transversal, l'étude, ça dit pas grand-chose. Puis souvent, là, la métaphore ou, bon, à quel point c'est grossier, vous me direz, là, mais une des choses que j'utilise pour bien qu'on puisse comprendre ça, la question de la méthode, là, de pouvoir s'en abstenir un petit peu, finalement, qu'on vulgarise. C'est-à-dire quand un enfant, là, par exemple, de 8 9 ans ou même plus jeune, là, nous dit, Papa, maman, comment on fait des enfants? Vous rentrerez sûrement pas dans la méthode. Par contre, vous allez quand même pouvoir expliquer comment, concrètement, là, comment ça se fait, là, finalement, que bon, il y a une ovule, il y a un spermatozoïde, puis et là, 9 mois plus tard, tu es rendu ici, mais vous n'irez pas dans la méthode concrète. Fait que bref, on garde ça en tête, là, tout simplement. Et là, ensuite, bon, on voit ici que par la suite que le fait saillant est élaboré, bien, on va venir contextualiser avec, bon, ça veut dire quoi, cette compétence émotionnelle? On met un petit peu de chair autour de l'os. Et le clou du spectacle, c'est ici la dernière slide, on va dire, du carrousel, qui est de venir engager le public. Est-ce que la compétence émotionnelle vous a été utile lors de vos études? Si oui, comment? Là, elle vient engager son public. Puis c'est aussi une forme de chute. Puis là, quand je parle de forme de chute, qu'est-ce que je veux dire ça? Qu'est-ce qu'une chute? Bien, ça va être la dernière partie d'un contenu de vulgarisation scientifique, que ce soit sous forme écrite, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui ne sert pas à résumer, mais à ouvrir. De pouvoir élargir la perspective, de donner une question nouvelle, de mettre en lumière des enjeux futurs, vraiment de porter vers l'avenir. Par exemple, dans un article vulgarisé, bon, la chute va inviter le lectorat à dépasser le cadre du texte, mais sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi de stimuler l'interaction, justement, de donner envie de commenter, de partager, d'en savoir plus, d'inviter finalement le public un peu dans la voie où qu'on veut l'amener. Fait que là, regardons des exemples encore une fois. Bon, là, j'ai repris pour les réseaux sociaux l'exemple de Catherine Simon-Paquet. Donc, vous comprendrez que ça peut être une belle manière de faire. Après, il y a d'autres manières. Après, c'est the sky is the limit. Mais autrement, sous forme de texte. Là, ici, je vais vous présenter la chute d'un article, Les bactéries des alliés à double tranchant, qui est écrit par Maude Hamilton et qui a été publié dans l'édition du printemps 2021 de La Fibre. Son texte, bon, comme je vous disais, les bactéries à double tranchant, là, ça mettait de l'avant finalement comment les bactéries, qui a bien ses effets positifs dans notre microflore, mais elle peut également là, amener, là, quand il y a un déséquilibre de cette microflore-là, à avoir plein d'effets négatifs. Fait que là, je mets juste en contexte là, pour qu'on puisse bien suivre la question de la chute. Donc, regardons ce qu'elle a écrit pour bien comprendre tout ça. Les interactions qui existent entre l'être humain et les bactéries sont d'une extrême complexité et leur importance est indéniable. La possibilité de considérer le microbiote dans le traitement pour des maladies neurodégénératives ou des troubles de l'humeur effleure l'esprit de plusieurs scientifiques. La solution réside-t-elle dans la composition bactérienne du microbiote? Point d'interrogation. Là, on amène vers le futur. Seul l'avenir nous le dira. Donc, ici, on n'est pas en train de résumer, on est en train d'amener ailleurs.
Puis là, vous me direz, OK, mais d'habitude, il me semble qu'au primaire ou au secondaire, on apprenait à conclure un texte, hein, conclure étant de résumé. Alors, qu'est-ce qu'on a discuté? Mais pourquoi on ne fait pas ça dans un article vulgarisé, entre autres? C'est que dans l'article vulgarisé dont je vous projette à l'écran, la structure qui est, on va dire, recommandée, hein, avec le titre. Puis ensuite, c'est suivi du chapeau. Chapeau qui peut faire ici guise de conclusion, de résumé. Hein, on commence le texte en, bon, de quoi il est question, pourquoi c'est important, qui est là, tu sais, vraiment le résumé. Puis là, vous me direz, mais mon Dieu, comment ça, on commence par ça? Mais ça fait un peu quand même écho au résumé des articles scientifiques, mais autrement, hein, le lectorat, je ne sais pas si quand vous lisez les nouvelles le matin, là, peut-être que vous n'allez pas lire en détail chacun des articles, mais vous allez regarder hein, les premières lignes. C'est ça. Fait qu'on doit s'adapter finalement à ce mode-là de dire, bon, c'est quoi les informations pertinentes que le lectorat devrait retenir du sujet? Et dans ce contexte-là, bien, le chapeau va faire ici guise de résumé conclusion. Et donc, la chute, on veut amener ailleurs avec tout ça. Puis juste pour mettre un petit peu plus en détail, là, hein, qu'on parle de chapeau, c'est environ un paragraphe d'environ 90 mots. On n'est pas en train de s'étaler de tout bord, tout côté. Puis, il y a quand même la question de pouvoir avoir nos 5 W. 5 W étant référent à l'anglais, là, when, where, who, what. En tout cas, il m'en manque un. Mais bref, je l'ai dit en français, ça va plus me revenir. Qui est concerné? De quoi est-ce qu'on parle? Où est-ce que se situe le projet? Quand ça? De quand? Finalement, la donnée du temps. Puis, pourquoi est-ce que c'est important? Le pourquoi c'est important, c'est le plus important. Faut le dire pourquoi c'est important, pourquoi ça touche les gens. Fait que là, comme j'aime bien les exemples, comme je le dis depuis tout à l'heure, regardons justement l'exemple du chapeau de Maud Hamilton avec euh, son texte là, sur les bactéries des alliés à double tranchant. Donc, si je vous le lis. Des alliés invisibles à l'œil nu contribuent tous les jours au bien-être de l'être humain. Bon, c'est qui est concerné? L'être humain. En effet, les bactéries, le quoi en question, sont des micro-organismes constitués d'une seule cellule qui compose la microflore intestinale. Hein, c'est le où que ça se passe. Bien évidemment, on adapte là, ici. Ils participent incognito à différentes fonctions physiologiques telles que la régulation de l'humeur et la digestion. Cependant, quand un déséquilibre de cette microflore, donc le quand que ça se passe, finalement, que tout ça dégénère, mais peut mener à de graves conséquences allant d'une infection bactérienne à des troubles de santé mentale. Hein, c'est pourquoi c'est important, c'est que ça peut vraiment avoir un grand impact là, sur plusieurs personnes. Donc, ici, avec le titre qui est Les bactéries des alliés à double tranchant et le chapeau, ben, l'électorat devrait quand même avoir une bonne idée finalement de quoi il est question de votre sujet. Puis c'est vraiment important aussi de pouvoir que le titre puisse être aligné à ça. Et parlant de titre, ben, je vais laisser la parole à Vincent pour qu'il puisse vous donner certaines recommandations en termes de titre. Donc, la petite parenthèse sur le titre, bon, il doit être composé de plus ou moins 10 mots. Bon, on va pas se faire taper sur les mains si ça dépasse, mais on veut que ça soit relativement court. Il doit être aussi créatif. Voir, ça doit faire sourire, dans le sens que ça doit attirer aussi l'intérêt et également le Ah, OK, ça pique ma curiosité, puis ça me fait rire même parfois. Il peut y avoir un peu d'humour à travers ça. Si on parle d'actualité, ça, on peut intégrer tout ça dans le titre. Il doit donner une bonne idée également du sujet. Si, exemple, on lit le titre, on n'a aucune idée de ce qu'on va lire, bon, il y a quelque chose à travailler. Donc, je vais vous montrer des exemples tantôt que ça va expliquer tout ça. Et éviter les deux points. On veut que ça soit une belle phrase habituellement avec pas de deux points qui vient en distinguer ou qui vient diviser un peu tout ça. Je vais vous montrer un peu des exemples ici de publications. Ici, c'est des publications qui ont été faites sur les réseaux sociaux, mais qui sont des articles qui ont été publiés dans la revue La Fibre. Donc, de l'édition printemps dernier et de cette édition-là. En fait, ouais, c'est ça. Donc, quand les changements climatiques nous mettent des bâtons dans les roues. Et là, bien évidemment, on a joué aussi avec les infographies pour imager le contenu d'éthique. Donc, on a deux en un ici. Et si sauver la planète passait par l'émotion? Donc, on pose une question, c'est très direct, très court. L'heure est grave, nos antibiotiques perdent la bataille. Et il y en a plusieurs autres, bien évidemment. Donc, les vaches qui ne mangent pas de Big Mac, c'en a un autre. Et si sauver la planète passait par, bon, l'émotion, je l'avais déjà dit, désolé. Quand le road trip vers l'ovule se complique.
Ah, là, ici, on peut comprendre un peu qu'est-ce qu'il y en est. Ces diètes qui ne tiennent jamais leur promesse, qu'il y en a un autre également qui est relativement court et qu'on comprend un peu qu'est-ce qu'on va apporter. D'autres principes très importants aussi en transfert de connaissances à maîtriser. Donc, on évite les jargons. Ça, c'est non. Donc, on va essayer un exemple très simple. Leucocyte, bon, on va parler de de globules blancs. On va essayer de réduire ces éléments-là. Bon, ici, ça va permettre à comprendre. Le lecteur et la lectrice vont comprendre qu'est-ce qui se passe, de quoi qu'on parle. C'est juste qu'il y a certains, il y a toujours la manière de donner des mots qui va être plus accessible. Éviter les mots qui ne servent à rien. Donc, que ce soit, puis ça peut être pour tout type de médium, que ce soit à l'écrit, que ce soit dans les publications. Vous allez même peut-être aussi l'expérimenter dans le volet oral, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, mais qui est quand même un aspect très important. Donc, tel que mentionné préalablement, c'est un exemple qu'on pourrait enlever du passage. Ces résultats permettent à des équipes de recherche efficaces de développer des programmes d'intervention d'une grande importance. Bon, on vient encore mettre des mots un peu vides, impliquant divers acteurs et différentes disciplines. En fait, il manque un peu de contenu dans travers ces mots-là, puis on pourrait juste les enlever puis les expliquer par la suite. Une idée ou une phrase qu'on pourrait justement mettre ici, c'est bon, une phrase qui est peut-être trop longue, qui vous devient peut-être pénible également à lire ou à comprendre. Et aussi, donc, ça peut quand même être un autre enjeu par rapport à ces principes-là. Donner des exemples. Ici, on peut voir que bon, les maladies de l'Alzheimer se traduisent par une perte des fonctions intellectuelles telles que la mémoire, le langage et le jugement et l'orientation. Puisque de juste terminer la phrase avec les maladies de l'Alzheimer se traduisent par une perte de fonctions intellectuelles, on reste sur notre fin. Mais ça veut dire quoi? Et de donner des exemples qui peuvent être concrets également pour les personnes qui sont les lectorats, donc de bien comprendre et que ce soit aussi compréhensible pour eux. Et donc, ça m'amène à mon dernier point qui est de comprendre des éléments qui sont connus. En fait, de comparer, désolé, avec des éléments qui sont connus. Donc, savez-vous qu'un humain peut produire plus de 50 000 litres de salive au cours de sa vie? Ce qui est l'équivalent de 2 piscines olympiques. Et là, on vient justement donner un effet à cette de grandeur et de comprendre un peu ce qu'il y en est. Parce qu'on parle de distance, ça peut être la même chose, de quantité également. Donc, ça permet de mieux faire tout ça. D'autres principes également, donc d'utiliser des analogies, les métaphores, les hyperboles, ça peut être super intéressant pour justement en vulgarisation. Donc, un exemple ici d'un texte de Myriam Baudry encore, en présence d'un déficit énergétique, le métabolisme basal diminue de la même manière que notre cellulaire tombe en mode économie d'énergie. Donc, tout le monde, je pense, a déjà été en mode économie d'énergie. Il faut que je le branche et tout ça. C'est un peu ce qui se passe avec le corps ici. Parce que la batterie est faible. Cette adaptation vise à maintenir les fonctions vitales dans le corps d'une période de restriction. Et ce qui m'amène également à l'importance, puis donc vous avez peut-être eu ces enjeux à travers les communications que vous avez pu faire. Il y a certaines instances qui ont changé également leurs règles par rapport à l'utilisation de l'écriture épicène et inclusive. Ici, on voulait, entre autres, vous faire la promotion d'un guide qui a été élaboré par Science 101. Il y en a plusieurs et je suis pas mal sûr qu'il y en a dans plusieurs groupes, universités déjà, mais c'est un guide de la pratique et de l'écriture épicène qui permet, entre autres, d'inclure tout le monde lorsqu'on va faire notre rédaction à travers tous les médiums, que ce soit les médias sociaux, mais également à l'écrit. Excellent. Puis là, parlons un petit peu du contenant parce que ce soit à l'écrit, mais surtout sur les réseaux sociaux, le visuel, c'est super important quand même. Puis je suis persuadée que quand vous êtes sur vos propres médias, que ce soit Instagram, TikTok, ben, Instagram, TikTok sont un peu plus, il y a une grande importance au visuel peut-être que Facebook, là. Mais bref, peu importe le média. Donc, ici, il y a quand même, quand on veut se partir sur les médias sociaux, il y a quand même à voir la question, bon, c'est quoi mon image de marque, par exemple, d'avoir des couleurs cohérentes, d'avoir une police aussi cohérente. Nous, à travers, tu sais, la fibre, à travers les éditions, bien qu'elles sont tous différentes, mais il reste qu'il y a quand même une certaine image de marque, notamment
hein, l'aspect coloré, parce que nous, c'est important de pouvoir mettre de l'avant que science égale coloré, égale dynamique. Donc, il y avait quand même cette réflexion-là. Puis, en tant qu'éditrice, moi, j'aime beaucoup les collages. Donc, c'est certain que moi, je voulais aussi mettre ça de l'avant. Fait qu'il y a toujours des collages, finalement, à travers chacune des éditions. Fait que c'est toutes des questions comme ça, finalement, qui est à se poser, qui paraît peut-être très superficielle, mais vraiment qui va venir faire tout son impact au bout du compte. Puis autrement, à travers les publications qu'on fait, bon, là, c'est sûr que ce qui va être mis de l'avant, c'est qu'il y ait le moins de texte finalement sur chacune. Là, ici, je donne l'exemple du carrousel, là, et ici, c'est un carrousel qui a été fait par Faut que tu m'expliques. Donc, de faire le moins de texte possible par diapositive, comme présentement. Ça ici, c'est une mauvaise pratique, là. Moi, ce que je fais présentement avec beaucoup de texte, c'est une mauvaise pratique. Bref, hein, on est tous un peu coordonnés ma chaussée à certains moments. Puis autrement, hein, que les images puissent contribuer efficacement finalement au sujet dont il est question. Et là, nous vous avons préparé un rébut pour justement mettre en lumière justement que les images doivent contribuer hein, à ce qu'on, de manière pertinente, là, à ce qui veut être mis de l'avant. Donc là, je vais vous demander, là, je vais vous présenter deux rébus. Des rébus, là, ici, là, c'est des images là, qui composent un mot. Fait que vous devez trouver ce que ça représente, là, toutes ces images ensemble. Il y en a deux. Celui-là, puis l'autre. C'est le même mot dans les deux cas. Mais ceux qui sont capables de trouver, là, ceux et celles qui sont capables de trouver, là, qu'est-ce qui est exprimé présentement, là, mettez-le dans le chat, là. Théoriquement, il est supposé être difficile. Vous me direz. Vous me direz. Je laisse quelques secondes, là, peut-être, là, pour ceux, les courageux et courageuses, là, qui veulent se mouiller. Puis là, je dis ça, puis je vois même pas le chat, là, fait que je verrai même pas s'il y a quelqu'un qui l'a. Fait que je vais peut-être passer à l'avant. Donc là, bon, on avait un mot. Théoriquement, c'est le même mot ici. Fait que là, hein, quel est ce fameux mot? Là, je vais donner la réponse, hein. Ici, c'est pneumonie. Hein, le pneumonie. C'est aussi pneumonie de l'autre bord. Mais pneu, avec hein, une boucle ici pour dire le nœud, un mot de tête puis un nid de poule. Vous me direz, ouais, mais là, c'est vraiment être allé chercher loin, celle-là. Effectivement, c'est pour mettre en lumière que hein, quand les images ne contribuent pas de manière efficace à ce qu'on veut transmettre, oh, ça finit en queue de poisson, tout ça, là. Ça va pas très bien. Versus celui-là qui était hein, un peu plus facile finalement à pouvoir trouver. Bref, c'était un petit jeu là, pour pouvoir illustrer bien ce principe-là. Et là, nous allons terminer avec quelques petits, on va dire peut-être réflexion à tout le moins pour les réseaux sociaux. Là, on parle, quand on veut se mettre sur les réseaux sociaux, il y a quand même la question de, là, on a beaucoup parlé du contenu, là, mais au niveau justement de l'utilisation des médias sociaux, hein, de la constance, hein, comme l'entraînement physique, il y a une question de plus on est constant, plus notre contenu va être favorisé par les différents algorithmes que je sais pas si quelqu'un comprend encore, mais bref, qui peut être difficile à comprendre, mais à tout le moins, quand il y a de la constance, hein, il y a quelque chose qui est peut-être plus facilitant pour que votre contenu puisse rejoindre les publics désirés. Et là, donc, c'est important quand même de se mettre des objectifs réalistes, hein. Si vous dites, bon, là, je me mets à fond les néons, puis là, hein, pendant la première semaine, plein de contenu, puis là, oh, c'est difficile à maintenir, puis là, ça s'effrite. Hein? Fait que là, quand même, de trouver aussi quelque chose peut-être qui peut être réaliste. Il y a plusieurs laboratoires de recherche, par exemple, qui vont se mettre en tête, là, bon, une publication par semaine, mais initialement, ils avaient commencé par une par 2 semaines, puis là, ils sont capables finalement de pouvoir augmenter avec l'équipe qu'ils ont, puis finalement, l'aisance aussi qu'ils peuvent prendre là, sur les réseaux sociaux. Puis autrement, il y a aussi le fait, bon, parce que ça peut être difficile de quand même de créer du contenu à chaque semaine, là, par exemple, ou à chaque jour, peu importe, là, tu sais, il reste que hein, quand on est chercheuse étudiante, chercheuse professeure, peu importe, professionnel de recherche, il reste que, tu sais, on a un quotidien qui peut être quand même relativement occupé. Fait qu'il y a d'autres pratiques, en fait, qui peuvent permettre de faire savoir votre présence sur les médias sociaux, juste histoire que, justement, l'algorithme, que quand vous aurez à reposter quelque chose, que ça puisse quand même être porteur, là, que l'algorithme puisse vous porter. Ce qui est, par exemple, de pouvoir liker, hein. Ça, il reste que bon, on like des publications, on commande des publications. Fait que là, ici, ça met finalement en lumière finalement l'activité qu'on peut avoir. Ou encore de repartager en stories, par exemple, du contenu de d'autres, que ce soit laboratoires de recherche ou d'autres créatrices de contenu dans les domaines dont vous êtes. Bref, donc là, de pouvoir repartager ce contenu-là fait également une présence sur les réseaux sociaux, mais peut-être à moindre coût au niveau de l'énergie qu'on peut
y mettre. Là, c'est juste des petites pensées, bien évidemment. Là, il y a des formations qui sont beaucoup plus élaborées, justement, pour pouvoir bien élaborer une stratégie médias sociaux. On se concentrait davantage ici sur le contenu, hein, plus que le contenant puis l'utilisation. Mais bref, on désirait quand même vous partager ces petits cues-là. Donc, sur ce, ben, hein, c'est ce qui met fin au contenu comme tel. On voulait quand même aussi pouvoir vous offrir, là, on a 15 minutes là, pour pouvoir prendre des questions, échanger avec vous. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et on est prêt, à vous écouter. Bref, la parole est à vous. Merci beaucoup, Juliette. Vincent, vous êtes très bon communicateur, je tenais à le dire. Les gens, d'ailleurs, semblent l'apprécier. Il y a plusieurs questions qui touchent la posture du communicateur, appelons-le comme ça. C'est-à-dire, quelle est la différence entre quelqu'un, par exemple, qui est un acteur de transfert au sein d'un milieu hospitalier, au sein d'un laboratoire et qui s'adresse surtout à des intervenants, à des pratiquants, et celui qui veut, par exemple, parler à un plus large public sur les plateformes sociales. Tu sais, on a beaucoup plus parlé, en fait, là, on va dire de contenu de type un peu plus créateur de contenu, là. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur l'autre posture? Parce qu'il y a au moins trois questions, dont Céline, peut-être que Kevin se posait la question, là, c'est-à-dire comment qu'on adresse ce problème-là de manière différente? Mhm. Vincent, est-ce que tu veux commencer? Ouais, je peux commencer à travers tout ça. Euh, bon, la manière que je vois cette posture-là, c'est qu'on peut la transférer quand même d'un milieu à l'autre. Bien évidemment, ce qu'on va transmettre comme information va changer. Peut-être que les médiums vont changer également. On sera plus sur les réseaux sociaux. Ça va être plus des présentations qu'on va faire ou des volets plus écrits. Mais ça reste que lorsqu'on veut faire ça au niveau de, par exemple, créer un contenu vulgarisé, mais de manière professionnelle. Par exemple, il y a des journaux professionnels en certaines disciplines qui permettent d'aller ouvrir sur ces communications-là. Mais ici, c'est qu'on vient changer, en fait, la population cible à travers tout ça. Et donc là, on doit on peut aller pousser avec des exemples un peu plus loin et moins généraux et des éléments qui vont être un peu plus spécifiques à la personne. En tout cas, moi, c'est un peu ça le style qu'on doit adapter. Puis bien évidemment, à la personne, moi, c'est un peu comme ça, je l'ai fait. Moi, je vais communiquer d'une manière à travers les réseaux qui va être différente, par exemple, de Juliette, il va avoir un volet créativité qui est numéro un, qui aime beaucoup les couleurs, bref, qui travaille beaucoup avec les adolescents, les jeunes. euh, que moi, j'ai plus le volet, je vais créer peut-être des contenus, des éléments comme ça. Donc, j'ai un rôle qui est différent et je vais le faire plus au niveau peut-être des procès de la santé avec les kinésiologues, les médecins, les sciences infirmiers. Et à travers ça, la manière que je vais le faire, je vais garder la même structure, mais je vais essayer d'enlever les jargons encore. Je vais garder également la même structure aussi qui va être très pointue, mais qui va être peut-être pas avec les réseaux sociaux précisément ou donc je vais m'adapter à travers ça. Je ne sais pas si ça fournit une réponse. Je vais laisser Juliette aussi en renchérir. Oui, puis c'est sûr que hein, c'est quand même différent quand, par exemple, on représente une organisation, un organisme, que quand on se part hein, de manière peut-être plus indépendante. Là, ici, notre contenu, effectivement, faisait davantage référence à cette posture-là, plus indépendante, qui offre aussi une certaine liberté de dire, bon, moi, comment, hein, parce que la posture, c'est un peu le savoir-être, hein, c'est qu'est-ce qu'on met de l'avant de notre savoir-être. Là, définitivement, par exemple, si on représente un CIUS ou le CHU Sainte-Justine, là, présentement, je suis en direct du CHU Sainte-Justine, donc, hein, je mettrai peut-être pas les mêmes, tu sais, la même posture de l'avant, mais les principes seront les mêmes. Donc, puis il y a quand même aussi des questionnements à voir avec l'organisation dans laquelle vous êtes pour, bon, qu'est-ce qu'on est à l'aise de pouvoir mettre de l'avant, hein, que ce soit l'humour ou autre, hein, l'humour, ça peut être peut-être délicat, justement, là, dans certains contextes, mais toutes les questions, justement, parce que là, j'en comprends que c'est quelque chose là, qui suscite beaucoup de réflexion. Définitivement, c'est le genre de réflexion là, qu'on doit avoir en groupe pour voir, bon, quelle est notre stratégie en termes de posture sur les réseaux sociaux pour vulgariser ce qu'on a à vulgariser.
Excellent, merci. De bonnes réflexions. Jenny se demande si, tu sais, au début, vous avez évoqué le fait qu'on essaie d'accrocher sans nécessairement mettre les détails méthodo, théoriques lorsqu'on écrit un article. On ne met pas le cadre de recherche au début ou on ne le met pas du tout. Difficile lorsqu'on présente les résultats de recherche justement à des intervenants. Là, on parle d'un Oui, public qui est plus ciblé, qui est plus... exactement. Exactement. Puis ça, c'est important, hein. La question du public, tout à l'heure, Vincent aussi le mentionnait, on s'adapte au public. C'est certain que moi, quand je m'adressais à des psychologues, je me permets davantage, on va dire, de jargon de la profession. Versus si je présente les mêmes résultats, mais au grand public ou aux ados ou aux personnes qui, hein, mes patients, mes clients, il y a aussi là, il y a comme une adaptation du jargon. Puis là, je dis jargon parce que hein, on met des guillemets. Cela dit, effectivement, les méthodes méthodologiques, bon, là, il faut quand même il y a quand même la question de pouvoir s'abstenir peut-être de certains détails qui seraient moins pertinents, hein. Peut-être qu'il y a d'autres détails que, ah, là, ici, vous savez que les professionnels à qui vous allez vous adresser vont demander ça et donc ce serait pertinent de mettre de l'avant versus justement tout à l'heure quand je faisais l'exemple sur le dévis transversal ou longitudinal, peut-être que ça sera un élément qui va être un petit peu moins pertinent, mais ça dépend. Fait que oui, effectivement, de pouvoir s'adapter au public puis aux besoins. Hein, c'est beaucoup aux besoins des Mhm. personnes que vous voulez rencontrer, surtout dans un contexte où il y a certains transferts de connaissances, notamment des milieux pratiques, là. Mhm. Vincent, tu avais Il y avait l'air une, de vouloir, ouais, il y avait une question également, puis que juste par rapport à ça, c'est que parfois la méthode fait partie également de la nouveauté ou de ce qui est innovant. Et ben, c'est sûr que c'est peut-être des fois au centre de ce qu'on veut vulgariser. Donc, c'est juste par exemple, on va parler d'un nouvel outil de mesure ou un nouvel outil qu'on veut mettre en place pour une intervention. Mais c'est sûr que, encore là, ça va être difficile de sortir de la méthode lorsque c'est au centre de ce qu'on veut communiquer, mais qui est très important. Donc, c'est ça aussi. Puis à C'est la noter question. aussi, je me permets ça aussi, à noter que en tout ce qu'on a présenté, une des choses que j'aimerais aussi puis qu'on aimerait vous puissiez retenir, c'est la nuance. En ce sens que, tu sais, on a présenté plein de bonnes méthodes, de bonnes pratiques, là. Cela dit, moi, il arrive fréquemment là, que les auteurs, là, ils font quelque chose qui théoriquement n'est pas recommandé, mais mon Dieu, c'est donc bien fait. Fait que définitivement que je vais le laisser hein, de l'avant, puis ça vient colorer aussi bon, on va dire l'authenticité de Mhm. l'article. Donc, hein, on dit, faites pas moi, je me rappelle là, au début, quand j'avais commencé, on disait pas de questions en termes de titres. On devrait pas faire des titres puis des questions. Pourtant, il y avait une couple d'auteurs là, qui mettaient ça de l'avant, puis j'étais comme, mon Dieu, ça vient de tomber accroché. Fait que là, il reste que hein, ce qu'on dit ici, c'est de pouvoir aussi l'adapter à ce qui semble répondre aux besoins du public, bien qu'il y a peut-être certaines pratiques qui sont déjà plus éprouvées que d'autres. Voilà. C'était la question à Kevin Duclos au niveau de la méthode et du cadre de recherche. Euh, un petit commentaire qui se finit par un pouce en l'air qui est de Raja. En fait, la vulgarisation scientifique, c'est un peu comme du journalisme appliqué, non pas à l'information et à l'actualité, mais à des sujets scientifiques. Journaliste de formation et actuellement, c'est une journaliste de formation et une doctorante en sciences sociales. Elle vous félicite pour cette présentation-là. Raja nous demande s'il faut publier sur les réseaux sociaux plus ou moins le même contenu ou on doit s'adapter. Donc, c'est une question peut-être de réseau social. Il y en a plusieurs. Ça rejoint un peu ce que vous avez dit par rapport à s'adresser à des intervenants ou s'adresser à des personnes qui sont plus spécialisées, n'est-ce pas? Ouais, mais là, je suis juste je suis pas certaine de bien comprendre la question, en ce sens qu'un même résultat pourrait être vulgarisé, pardon, de manière différente. Là, moi, c'est comme ça que je la comprends, là. Sur Faut-il plusieurs publier réseaux. sur plusieurs réseaux sociaux? Plus ou moins le même contenu. Ah, mais je pense qu'il y a quand même ici Ben là, Julien, toi, t'as fait une belle formation là-dessus, je pense, il y Mhm. a quelques temps, là. Puis je pense qu'elle est disponible sur YouTube, non? Peut-être pas actualisé, mais certes, on doit adapter son message en fonction du réseau social et nous le savons et nous le voyons, nous le vivons, les réseaux sociaux changent beaucoup. Et il y a Mhm. 6 ans, on parlerait de Facebook et de texte, alors qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de vidéos et d'authenticité sur TikTok, par exemple, parce que c'est ça qui cartonne beaucoup. Donc oui, on doit s'adapter. Les réseaux sociaux s'adaptent, se copient entre elles. Puis même nous, avec le scientifique en chef, là, on touche une communauté un peu plus grand public, là. Au début, on voulait toucher les jeunes, mais là, c'est
plus les jeunes qui sont sur Facebook, on est allé sur Instagram, on diminue, mais on change également. On y va davantage, par exemple, avec des carousels sur Instagram et on va mettre des vidéos sur d'autres plateformes, par exemple. Et on voit les différentes forces de l'algorithme par rapport à ça. Donc oui, il faut adapter, il faut suivre des créateurs de contenu qui nous inspirent, puis un peu les copier, s'en inspirer du moins, là. Mhm. Excellent. On a une dernière question. Merci infiniment pour la présentation. Dans un exercice de vulgarisation de la recherche, quels seraient vos conseils pour assurer que le contenu reflète la diversité des membres d'une équipe et si pertinent que le contenu reflète la diversité de la population concernée par l'étude? C'est une grande question. Mhm. Grande question. Ben, en fait, c'est une excellente question. Une des choses à travers la recherche, puis ce qu'on peut voir également, c'est exemple, la population concernée va être inclue dans la recherche dès le début. Donc, va déjà pouvoir nous aider à devoir vulgariser dès les balbutiements de la recherche qu'on va devoir, qu'on est en train de présenter. Donc, déjà ça, ça va nous permettre de faire un exercice, de s'assurer que ça parle à tout le monde. Déjà, juste à travers le recrutement des personnes, on va déjà avoir fait un travail également à travers ces outils-là qu'on va avoir mis en place. Donc, en discernant ou en identifiant ces différents milieux-là et les diversités à travers le milieu de recherche, on va déjà avoir acquis ou acquéri, je veux dire, des données ou de l'information qui va nous aider à après le partager d'une manière qui va être différente ou du moins multi-canaux peut-être à travers les différents réseaux. Si, exemple, on parle d'une population qui va sur un grand spectre d'âge, ben déjà là, il faut aussi s'adapter. Donc, on ne pourra pas aller 100% dans juste les TikTok, dans 100% juste les vidéos. Il va falloir qu'on ait sur, comme Julien l'a mentionné, peut-être plusieurs médiums pour s'assurer de toucher le plus de personnes. Est-ce qu'on est obligé de rester en ligne aussi? Ça, c'est une autre question. Puisque je travaille avec des personnes aînées et moi, c'est un autre enjeu. Ben, c'est un peu difficile parfois d'aller recueillir ou dire, ah oui, sur Facebook, puis ils sont comme incertains. Ben, c'est peut-être pas le médium à aller faire. Donc, moi, des papiers, les publisacs, des choses comme ça, c'est quelque chose qui leur parle, qui n'est pas nécessairement pour tout le monde, mais ça reste que c'est quelque chose dont il faut penser à cet élément-là. Bref, c'est un grand champ d'études quand même, la diversité au niveau tout ça, donc le EDI, entre autres en recherche. En effet. Juliette, voulais-tu compléter où ça allait? Non, ça allait, mais autrement, tu sais, une des choses que peut-être juste idée que j'avais eue, mais je sais pas à quel point hein, ça se porte dans le contexte de la question, mais une des choses que je peux constater, c'est par exemple, notamment sous la forme de l'écrit, là, quand on met des Mhm. citations de participants ou de gens ou Mhm. tu sais, pour présenter, il y a quelque chose qui vient quand même, qui fait quand même écho, puis qui donne un peu qu'est-ce qu'on est en train de vulgariser, ça donne un peu comme, ah, OK, c'est de ça concrètement dont il est question, puis ça parle beaucoup. Fait que moi, il y avait comme cet élément-là, après avoir comment ça s'instrumentalise dans le contexte de la personne qui a posé la question, mais bref, je tiens quand même à partager ça. Puis, idem, quand nous, on se présentait, par exemple, là, sur, tout dépendant que ce soit la fibre ou au public, hein, on mettait aussi peut-être certains de nos propos hein, pour venir teinter les différences qu'on a mais qui font un tout uni finalement, mais à travers nos différences. Je vais juste faire une petite parenthèse également. Je pense que c'est quelque chose qui a été mis de l'avant à travers peut-être certains événements, mais le fait de mentionner ou de vous, comment vous vous présentez lorsque vous allez faire la publication, la présentation, de rester peut-être pas humble, mais d'essayer Oui. d'être au même niveau, ou d'être humble, de rester au même niveau que les personnes. On va apprendre beaucoup de la population aussi qu'on va devoir parler. Donc, mais avant d'être un chercheur, avant d'être, ben, je suis justement un membre d'une famille, je suis un fils, je suis donc de revenir à cette base-là, puis de parler aussi au même niveau que des personnes pour qu'on puisse avoir ces échanges-là. Pas d'avoir de hiérarchie aussi, c'est difficile, Ouais. mais c'est un peu ça qu'on veut essayer de réduire à travers ces échanges-là également. Oui, effectivement, quand on parle du lien société-recherche, quand on veut faire un pas vers justement la société, je comprends qu'on a des titres de docteur, mais parfois, il faut savoir mettre ces titres-là de côté justement pour faire, puis pas dans une perspective de réduire, au contraire, vraiment dans une perspective de s'élancer, parce qu'au bout du compte, on est humain et des personnes avant tout, puis c'est à ça qu'on connecte. Mais là, ça, c'est la psychologue en moi qui parle, donc je vais m'arrêter ici.
Merci beaucoup à vous deux. Écoutez, si on veut vous suivre, bien sûr, on peut vous trouver sur LinkedIn. Si on veut suivre l'organisme Science 101, la revue La Fibre et tout ce que vous faites, en fait, vous pouvez aller sur le site Science 101, les suivre sur les plateformes sociales, notamment sur Instagram. Ils sont sur LinkedIn, ils sont également sur Facebook. Est-ce que vous avez d'autres mots de la fin que vous souhaitez dire à notre audience? Là, on était 350 inscriptions, plus de 190, je crois, en personne, donc c'est un vif succès, ce qui témoigne de l'importance de ce sujet-là, n'est-ce pas? Mhm. Ben, le mot de la fin, lancez-vous. Hein, parfois, on a peur de se lancer, il faut juste se lancer. Let's go. Excellent. Puis merci d'avoir été présent, puis d'avoir été aussi participatif. C'est très chaleureux, ce monde-là de la vulgarisation. Donc, lancez-vous, effectivement. Merci à tous. Bonne fin de journée.